Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, je reçois Roch Laurent qui va nous parler de sa carrière et puis aussi de cette image là qui est derrière avec ce magnifique ours. C'est parti, bienvenue sur Love Light. Alors, je reçois aujourd'hui Roch Laurent. Bonjour Roch. Bonjour Alex. Alors, les auditeurs de Love Light te connaissent peu. Par contre, les magasins, les professionnels, tous, je crois, te connaissent, puisque, en fait, tu as fait une énorme carrière chez Canon, c'est plus de 30 ans. 34 ans, oui. 34 ans, et tu es en train de faire ta tournée d'adieu. Je suis vers la sortie, c'est le clap de fin. Tu es dans la sortie du clap de fin. Alors, bien entendu, tu es passé par tous les postes. On va un petit peu étudier ça avec toi, puis surtout s'inspirer de toute la culture photographique que tu as pu avoir avec le temps. Mais pour ça, moi, je voudrais qu'on le fasse à travers des photos, à travers des photographes que tu apprécies particulièrement. Et puis, notamment, le premier qui a un nom un peu compliqué, puisqu'en fait, c'est Kyriakos Kaziras. Tu vois, tu te trompes, mais ça me permet de te dire quelque chose tout de suite. Ce photographe, on a une histoire commune très proche et je suis content que tu commences cette présentation avec lui parce que c'est quelqu'un que je suis allé chercher à un moment où, au service pro de Canon, on voulait des têtes nouvelles un petit peu dans le monde de l'animalier. Et quand j'ai proposé ce photographe au service communication de Canon, le directeur de l'époque m'a dit « on n'y arrivera jamais avec le nom compliqué qu'il a, quoi. » Donc tu vois, et ce nom compliqué, il est resté compliqué. Et malgré tout, Kyriakos, il s'est imposé maintenant comme un petit peu un emblème de Canon. Alors c'est marrant parce que tu parles de la photo animalière. Lorsqu'on a préparé cette émission, tu m'as dit que tu appréciais vraiment cette discipline parce qu'en fait, elle est particulière par rapport à d'autres disciplines de la photographie. Disons-nous quelques mots. En fait, quand on fait la promotion du matériel photo, on recherche l'excellence et les photographes recherchent l'excellence. Et en photographie animalière, c'est particulièrement vrai parce qu'il y a une contrainte telle dans la préparation de l'image, c'est-à-dire faire un affût, se poster, attendre des heures, parfois des jours, pour avoir la bonne lumière, le bon animal, au bon endroit, dans la bonne posture. Et quand toutes ces conditions sont réunies, il n'y a rien de pire qu'être trahi par le matériel. Et en fait, la photo animalière, justement, elle est le reflet de l'exigence absolue des photographes, pour qui le matériel, c'est un petit peu le moment crucial du déclenchement, et tout doit être parfait. Donc, ça a toujours été pour pour Canon, une espèce de vitrine, ou en tout cas un laboratoire, pour expérimenter le matériel et la qualité du matériel. Ce degré d'exigence, il nous pousse quelque part. Alors, parlons justement de ton expérience personnelle. Toi, tu as démarré assez tôt dans la photo, tu avais une douzaine d'années, je crois. Tu as démarré avec ce qu'on voit à l'écran, là, c'est ça? Oui, alors, c'était pas exactement ce modèle, il n'était pas flash, le mien, alors, il est plus vieux que moi. Hein, donc, on le dit, c'est un Kodak. C'est un Kodak Brownie qui m'avait été donné par mon père. Et j'ai fait mes premières photos avec un Kodak Brownie. Voilà. Et voilà. Et après, tu es arrivé vers... Alors après, j'ai eu un Voigtlander. Alors pas celui-ci, parce que celui-ci a une cellule intégrée. Le mien n'avait pas de cellule. Ce qui m'a un petit peu amené à apprendre la photo. Parce qu'à l'époque, on mesurait la lumière, on réglait son diaph en fonction de la lumière, etc. Donc je trouve que c'était un bel apprentissage pour apprendre la technique photo. Et effectivement, j'ai commencé avec Kodak, puis après Voigtlander, voilà, qui sont un petit peu les appareils de ma jeunesse et qui sont chez moi dans une vitrine parce qu'ils représentent beaucoup pour moi. D'abord parce que c'était les appareils de mon père et qu'ensuite... c'est avec eux que j'ai monté la première marche de la photographie, même si je n'ai pas travaillé tout de suite dans la photo. Ouais. Alors, on va passer à un autre photographe, là, en l'occurrence, un grand maître, qui ne s'appelle pas encore maître, on en parlera tout à l'heure d'un autre photographe qui s'appelle maître, mais c'est Franck Seguin. Franck Seguin qui a fait cette image, donc photo de sport. Alors, Guillaume Néry, que tu dois connaître parce que tu es niçois, donc Guillaume est également originaire de Nice. Franck Seguin, c'est aussi, comme Kyriakos, une belle histoire avec Canon. D'abord, il est ambassadeur de la marque depuis très longtemps. Je crois que c'est le photographe ambassadeur le plus ancien de Canon. C'est une reconnaissance européenne. Il est le rédacteur en chef du service photo de l'équipe. Donc Dieu sait si en sport, c'est une référence absolue. Et puis, je crois que parmi tous les sports qu'il a photographiés,
L'apnée, c'est son sport de cœur, parce qu'il apprécie beaucoup le caractère des apnéistes, en fait. Oui. Ce qu'il attire chez les apnéistes, c'est plutôt les hommes, cette espèce de philosophie particulière qu'ont les apnéistes. Et après, il les photographie avec énormément de talent, parce qu'il les connaît bien, il les comprend bien. Donc, on avait eu l'occasion de voir justement Franck Seguin l'année dernière au Salon de la Photo en 2023, puisqu'il était présent sur votre stand Canon. Je crois qu'il y avait une expo. Un fort ADN Canon. Hein. Oui, il a un très fort ADN Canon. Il a été WordPress avec une photo d'apnée. Et il porte haut les couleurs de Canon, d'abord au sein du journal L'Équipe, et puis ensuite sur tous les événements qu'il peut couvrir, que ce soit les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde de foot, de rugby, et partout où il se présente. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour Canon et pour moi. Moi, je voudrais aborder maintenant la photographie, puisque tu as plus de 30 ans chez Canon, donc tu as vu l'ère argentique, qui petit à petit est partie vers le numérique, avec des réussites et puis aussi des défaites. Puisqu'il y a eu cette technologie un peu balbutiante qui a eu du mal à s'implanter au niveau du digital, puis finalement qui était aboutie. Qu'est-ce que tu as constaté pendant toutes ces années? Est-ce que tu as senti un énorme changement, je dirais, dans l'âme de la photographie, entre le passage de l'argentique justement vers ce numérique qui est omniprésent aujourd'hui? J'ai envie de te dire, Alex, qu'il y a eu un retour aux sources, en fait. Ça a été assez étonnant. C'est-à-dire que quand moi, j'entre dans le monde de la photo argentique, au tout début des années 90, on s'adresse globalement à une clientèle plutôt experte, qui achète du matériel réflexe, et puis des gens qui font de la photo de famille avec des compacts. C'est à peu près globalement les deux pôles d'activité des marques photo à l'époque. Et puis soudain, l'arrivée du numérique au début des années 2000 va faire exploser totalement la technologie, bien entendu, mais aussi l'attrait pour la photographie. Il faut bien voir que quand la photo numérique arrive en 2000, c'est une technologie qui a une centaine d'années et qui n'a jamais évolué. C'est vrai. Alors que tout s'est transformé, le son, l'informatique, la télévision. Nous, on est toujours au noir et blanc. On est resté... La photo, on fait une photo en 2000 comme on faisait une photo en 1910. C'est de la chimie... c'est les mêmes techniques. Et ce numérique a un côté magique, parce qu'on peut voir l'image tout de suite, on peut faire beaucoup plus d'images, etc. Et là, il va y avoir un engouement phénoménal, puisque le marché mondial de la photographie va passer d'à peu près 10 millions d'appareils photo à 120 millions. Donc il faut s'imaginer ce que ça a été. Et puis, le numérique, dans son aboutissement, va se faire rattraper par le smartphone. Les gens qui n'étaient pas vraiment des photographes vont trouver dans le smartphone un usage qui leur convient parfaitement pour échanger les images, pour un usage familial. Ils vont abandonner l'appareil photo tel qu'on le connaît et ne va rester finalement au bout que cette clientèle argentique qu'on avait au début, qui est toujours passionnée. J'ai envie de te dire, ça fait une espèce de courbe avec une forte adhésion de beaucoup de gens. C'est la cloche. Et puis ensuite, on revient aux sources avec nos amateurs très éclairés, finalement. Oui, la grosse difficulté, c'était quoi? C'était 2012 à peu près, où là, il y a eu une énorme crise dans la photographie, puisque c'est l'arrivée de ces smartphones, finalement. Et donc là, une énorme chute chez tous les constructeurs. Il y a eu une énorme chute chez les constructeurs. Auparavant, il y avait une marque historique qui avait lâché prise, qui était Minolta. Je crois qu'on peut en parler, parce que les photographes qui connaissent cette génération d'appareils photo se souviennent que Minolta était une très très grande marque qui n'a pas survécu au numérique. Et puis cette grande crise, elle va obliger les marques à s'adapter, c'est-à-dire vraiment à se resserrer autour de leur savoir-faire et d'essayer de résister à ce séisme. Et puis ensuite d'aller chercher de la valeur, c'est-à-dire de faire des appareils de plus en plus spectaculaires, de plus en plus techniques, des optiques de plus en plus parfaites, pour justement vendre le matériel un peu plus cher. Mais on ne vend pas le matériel plus cher parce qu'on compense quelque chose, on vend le matériel plus cher parce qu'il coûte beaucoup plus cher à fabriquer aujourd'hui, parce qu'il y a un degré d'excellence dans toutes les marques sur le matériel qui fait qu'aujourd'hui, fabriquer une très belle optique, ça coûte très très cher. Fabriquer un très très bel hybride, ça coûte très très cher. Bien sûr. Voilà. On va continuer ce survol justement de l'ère de l'appareil photo et du numérique.
On va revenir sur les photographes. Là, on a un photographe, je crois que c'est Baumann, hein, c'est ça? C'est Arnaud Baumann. C'est Arnaud Baumann. Oui. Donc, alors lui, c'est quoi ça? C'est donc encore un photographe que tu apprécies particulièrement? Oui, beaucoup. Comment tu qualifierais Moi, je son dis que univers? pour le qualifier, il a exposé à Paris il y a peut-être 10 ans maintenant. Il a exposé l'ensemble de son œuvre et ça s'appelait Total Baumann. Et Total Baumann, c'est extraordinaire parce que c'est un gars qui a tout fait dans la photographie. D'accord. Il a tout fait. Il a photographié tout le monde. Là, on voit David Lynch, mais il a photographié Sean Connery, il a photographié Scorsese, il a photographié la Terre entière. Mais il a fait plein de choses. Il a travaillé avec le professeur Choron chez Harakiri. Enfin, c'est un type qui a une carrière extraordinaire. Oui. Il a photographié des automobiles, il a photographié absolument... Il a fait de la street photo, il a absolument tout fait. Pour moi, c'est un photographe extrêmement complet et c'est le reflet de son temps. Parce que lui aussi, quand on suit son époque, depuis les premières photos qu'il faisait avec Coluche ou l'Abbé Pierre ou d'autres, il a toute une vie. Il a été le photographe du Palace aussi. C'est un des rares photographes. Le Palace, ça te parle? À l'époque, oui, dans les années 80. Voilà. On est bien d'accord. Il était un des rares photographes à rentrer dans le Palace, à photographier dans le Palace. Et puis voilà. Et puis cette photo, je l'aime bien parce que je l'ai achetée. Donc elle est chez moi. Alors oui, on m'a dit effectivement que toi, tu achètes les photos. Oui, j'achète des photos parce que j'aime la photographie, j'aime les avoir en décor. Oui. Et puis je trouve que quand on aime quelqu'un, avoir une photo de lui réalisée par un photographe, c'est une pensée sympa. J'ai aussi une photo de Franck Seguin chez moi, une photo de Kyriakos et puis d'Arnaud que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Alors justement, parle-moi, on en parlait quand on préparait cette émission. Il y a aussi, tu as un attrait aussi justement pour les photographes qui sont plutôt reporters d'images. Enfin, oui. On va dire cette photo. On parlait de la photo de rue tout à l'heure justement avec Baumann. Qu'est-ce que tu apprécies justement dans cette discipline de street photographie ou de photojournalisme plutôt, oui, moi, ce que j'apprécie, c'est le côté instantané. C'est-à-dire, c'est le côté, je croise l'image et je la fais, quoi. C'est la rapidité, toute cette réactivité qu'il faut pour voir la situation, la juger, la cadrer correctement et la capturer. Oui. Moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement saisissant. C'est pas facile d'aller vers les autres, de les photographier. Dans la rue, on veut tous faire des photos. Les gens, c'est pas facile de photographier. Ils sont parfois pas très contents qu'on les photographie. C'est encore beaucoup plus compliqué quand on est sur des zones de conflit ou des zones à risque, ce qui arrive à beaucoup de photographes. Alors justement, ça m'amène de parler justement des appareils qui ont été un peu les game changers, et notamment justement ce fameux appareil compact très petit qu'a mis en place Canon, qui était le Lixus. Ah oui. Comment ça s'est passé avec cet appareil-là? Je crois qu'on n'a pas les images de celui-là. Alors, si on n'a pas les images, on va l'imaginer. Oui. Il fait la taille d'un paquet de cigarettes, exactement, puisque c'était le cahier des charges qu'avaient reçu les ingénieurs de Canon. Il fait la taille d'un paquet de cigarettes et il est tout en métal. C'est un bloc de métal dans la taille d'un paquet de cigarettes. C'est un produit APS-C à l'époque. Donc c'est intéressant de se resituer. On est en 96. Kodak a déposé les premiers brevets sur le numérique. Ils savent que la photo argentique va rencontrer des difficultés. Ils vont lancer un format de film qui s'appelle l'APS-C, qui va permettre d'améliorer, j'allais dire, les performances d'un film argentique. Pas les performances de qualité, parce que la surface sensible est plus petite, donc la qualité sera moins bonne. Mais par contre, on peut enlever son film en cours de route, le remettre, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un film avant, sans conserver l'amorce, c'était très compliqué. Donc on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Quand on emmène son film à développer, on nous donne une planche contact. On ne peut choisir que les films qu'on souhaite, etc. C'est un petit peu du numérique avant le numérique, quelque part, et c'est un petit peu la planche de salut de Kodak pour essayer de retarder peut-être l'arrivée du numérique, ou en tout cas faire quelque chose. Ils vont embarquer dans cette aventure tous les fabricants de photos, Canon, Minolta, Nikon, Sony n'est pas encore là à l'époque. Et on va faire des appareils plus petits puisque le format est plus petit. Et Lixus va être une véritable révolution. D'abord esthétiquement, c'est une pure merveille. J'engage tout le monde à aller le voir sur Internet pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un appareil absolument incroyable esthétiquement.
Et puis, il va être réellement adopté par les gens. On a son Nixus, c'est un super. Très bien. il y a une boîte comme Façonnable, par exemple, qui va sortir un étui dédié à l'appareil. Voilà, il y a tout un écosystème qui se crée autour. Ok. Et c'est un super souvenir, cet Nixus. Super. Le beau souvenir, c'était de le poser dans les magasins devant les vendeurs. Et puis, parce qu'il n'y avait pas Internet, on ne voyait pas les Bien produits, sûr. bien entendu. Donc, on posait le produit et là, il y avait un choc émotionnel wow. sur les comptoirs parce qu'on découvrait un truc absolument incroyable, quoi. Très bien. Un autre appareil qui a marqué son temps chez Canon, eh bien, c'est le 5D Mark II. Alors pourquoi ça a été un game changer aussi important? Alors lui, c'est le papa de toutes les caméras grand format aujourd'hui. Alors à l'époque, les caméras grand format, c'est Arri, c'est Panavision, c'est les caméras de cinéma. Lui, il arrive, et il arrive un peu fortuitement. C'est-à-dire qu'on nous l'a vendu au niveau de Canon comme un appareil photo, sauf qu'il embarque la vidéo Full HD. Voilà. Pour nous, c'est pas forcément probant Immédiatement. au départ, non. D'accord. On va le lancer comme un appareil photo sans mettre réellement l'accent sur la vidéo. Et puis, là aussi, il va y avoir un formidable engouement de la part des vidéastes qui, eux, vont se rendre compte immédiatement des capacités de la machine, c'est-à-dire se dire, mais finalement, avec ça, je vais pouvoir tourner du court-métrage, je vais pouvoir tourner du reportage de qualité, des interviews de qualité, en grand format, pour un prix tout à fait raisonnable, en Full HD. Donc au début, la première version est un petit peu rude à apprivoiser, mais les gens vont l'adopter, il va être upgradé, amélioré, et il va devenir la référence absolue dans la catégorie. Il va réellement lancer la vidéo dans la photo. Nikon a commencé avec le D90, qui est le premier appareil réflexe à embarquer la vidéo, mais c'est celui-ci, le 5D2, qui va être réellement le game changer de la catégorie. Oui, puisqu'on a vu même des séries tournées avec ça. Ah, Dr House, etc. Voilà, il y a eu toute la il y a eu des films au cinéma, il y a eu beaucoup de choses. Il va convertir des milliers de jeunes vidéastes à Canon. À ce moment-là, il y a un engouement formidable pour la marque. Les loueurs vont louer des tas de 5D. Voilà. C'est un grand souvenir d'abord parce qu'on l'a peut-être pas vu arriver, et puis ça a été une surprise extraordinaire. Et ça va lancer quelque chose de formidable. Incroyable. Je te propose qu'on reprenne notre odyssée photographique. Et là, on arrive avec Pascal Maître. Oui. Photo incroyable. Alors, c'est quoi la patte de fabrique, la patte de fabrique de Pascal Maître? C'est la couleur. C'est la couleur. C'est la couleur. C'est absolument... alors, cette photo est argentique, je pense. Pascal, c'est un photographe qui est très avancé dans sa carrière déjà, qui est ambassadeur Canon, qui est un type qui a gagné les visas d'or, etc. On a vu l'année dernière au Festival de Montier-en-Der, oui. puisqu'il exposait. Il exposait également à Montier-en-Der, parce qu'il touche à la fois le photojournalisme, mais ça l'amène aussi sur des territoires parfois nature. Il fait parfois des reportages dédiés à la nature. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être surpris de le voir à Montier-en-Der. Mais c'est le photographe de la couleur. C'est le maître de la couleur. Ça, c'est une illustration de ce qu'il fait. Et ce qui est formidable, c'est qu'il trouve de la couleur là où parfois personne ne la voit. Alors, c'est un ami de Steve McCurry, par exemple. Bien sûr. Et je le dis, on peut être fier d'être français parce qu'il est au niveau de Steve McCurry. Pour moi, c'est un photographe qui est absolument incroyable. J'engage toutes les personnes qui nous écoutent à aller découvrir le travail de Pascal Maître. En ce moment, il expose à la Seine-sur-Mer, à la Villa. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Ouais. Voilà, il est à la Seine-sur-Mer en ce moment. Oui. Mais et puis le travail, tu parles de Steve McCurry, très porté sur la couleur également. Oui, également. Extrêmement, avec pour ça. ce magnifique portrait de l'Afghane. De l'Afghane avec ses yeux verts, voilà. qu'on connaît. Oui. Tout à fait. Et on retrouvera la même qualité chez Pascal. Oui. C'est un type extraordinaire. Un autre personnage très proche de Canon, c'est Pascal Corlouer. Renaud Corlouer, qui lui est portraitiste de star. Oui, portraitiste de star, c'est un photographe, on va dire people. Et j'ai rencontré Renaud à un moment où il travaillait en moyen format.
et où il était de plus en plus proche de Johnny Hallyday, qui lui demandait un travail de proximité sur la scène, et il avait besoin de passer au réflexe à ce moment-là, Oui. et il est passé au 5D. Alors à l'époque, on doit être au 5D Mark III peut-être. Oui, puisque c'est vrai que le moyen format, l'inconvénient de la plupart des moyens formats, c'est que c'est très lent. C'est pour faire une photo moyen format. C'est de l'illustration. C'est pas c'est de l'illustration. C'est pas un clic-clac réflexe comme on pouvait faire à l'époque. Voilà. Donc ça explique aussi. Alors, cette photo. Hein. Il m'avait été présenté par Jean-François Forchante, qui est quelqu'un de connu. C'est lui qui fait le prix Albert Kahn. Et puis Renaud, je crois qu'il est resté au réflexe du coup, parce que ça lui a plu. Et moi, j'aime beaucoup cette photo de Johnny. Il a son regard de loup, comme on a l'habitude de dire. C'est vrai. Cette photo, elle était dans le bureau de Johnny Hallyday. D'accord. Il adorait cette image. Ok. Et puis, il avait offert à Renaud la bague à droite, celle du bas. Et donc, quand Renaud venait au bureau, on mettait tous la bague de Johnny. On voulait tous être un peu Johnny, donc on passait la bague de Johnny. Il lui avait offert tellement il était content de ce shooting. Ouais. Et Renaud, il a fait, tu sais, l'émission de télé, la photo parfaite. Oui, j'en avais. C'est lui qui animait. C'est ça. Qui était jury, en fait. Voilà, qui était jury. Et expert, je me rappelle. Un autre personnage de la photo incroyable, là, dans la partie toujours animalière, c'est Tony Crocetta. Alors, grand photographe de l'Afrique. Tony, c'est vraiment l'Afrique, c'est le Masai Mara plus particulièrement. D'accord. Où là-bas, il a un camp de base où il reçoit des photographes. Là, cette photo, elle est étonnante. Je vous demande de tous de regarder. Il a 4 défenses, hein, l'éléphant. Parce qu'on ne le voit pas forcément, il y a 2 éléphants. En fait, c'est un combat de mâles d'éléphants. Et il est en train de charger son congénère. Ouais. Et on voit les défenses. Ce n'est pas forcément évident. Et c'est une image à 2 lectures. Tony, c'est un mec formidable qui passe beaucoup de temps dans le Masai Mara et qui fait partie de ces photographes très exigeants techniquement. Donc lui, c'est toujours intéressant d'avoir ce dialogue avec lui parce qu'il est très, très versé dans la technique. Très, très pointu techniquement, et il a toujours un regard très critique dans le bon sens sur le matériel. Il est canoniste depuis plus de 40 ans, comme le sont Franck Seguin, par exemple, ou Pascal Maître. Quand il est au Masai Mara, il vit dans les bois, dans oui, les arbres. Oui, il a une cabane. Alors, il y est plus beaucoup maintenant. Maintenant, il est descendu, mais pendant très très longtemps, moi je l'ai connu effectivement, dans les arbres, près du Mara, près de la rivière. Là où il a son camp, il vivait vraiment comme un Indiana Jones, quoi. Une vie dans une cabane. Voilà, c'est un photographe formidable. Et puis, si les amis qui nous écoutent un jour, ils ont envie d'aller faire un safari photo, de découvrir le Masai Mara, c'est vraiment bien de le faire avec Tony. C'est lui, parce que son camp, il est vraiment dédié à la photographie. On va essayer de trouver les coordonnées. On va les inscrire pour. C'est un type formidable. Voilà, il est un vrai personnage. Mais beaucoup le connaissent dans le monde de la photo animalière. Alors un autre Indiana Jones, nous qu'on aime beaucoup, mais lui c'est un Indiana Jones de la lumière. C'est le Turc. Ah oui. Le Turc qui. Je crois qu'il y a un travail à la fois de photographie, de décor, de couleurs. Il est issu de la BD. Oui. Il est issu de l'illustration. Cinéma, un petit peu. Et maintenant, il va vers le cinéma. Oui. On va avoir, je ne sais pas si la capsule est déjà disponible sur la chaîne au moment où vous visualiserez ton interview, oui. Mais on a une capsule dédiée à le Turc, qui est ambassadeur Canon. Oui, qui est ambassadeur Canon depuis cette année, oui. Depuis cette année. Oui. Et avec un univers, moi, que j'apprécie vraiment énormément, qui a sorti un livre également, il n'y a pas très longtemps, que j'invite... La Garenne du Prince. C'est ça, voilà. Ça. Pareil, un personnage... étonnant, avec des photos, des couleurs. J'ai choisi cette image parce que, en fait, cette image, elle a été faite dans un workshop Canon à Toulouse, dans un magasin, qui a un studio assez grand. Okay. Et c'est absolument étonnant de voir arriver Sébastien, le Turc, avec Laura, son épouse. Et ça, il faut vous dire que tout est peint, fabriqué en carton, peint. Donc le travail se fait en 3 fois. Il y a la fabrication du décor, ensuite il y a l'éclairage qui est très important, il va mettre beaucoup de temps à positionner ses éclairages, et puis à la fin le mannequin arrive ou les personnages arrivent. Le vrai modèle. J'allais dire que la photo c'est un petit peu le... Oui, c'est la dernière partie. Voilà, dans l'œuvre complète, elle représente
pas grand-chose, mais c'est cette construction, comme tu l'as bien décrite, Alex, qui est absolument formidable. C'est tout ce travail de préparation. Ouais. Alors là aussi, il y a des décors monumentaux. Hein. Il a fait des choses absolument extraordinaires. Oui, c'est un grand, très grand. Grand artiste. Grand artiste, et je Grand pense qu'il va aller artiste. encore plus loin. On passe à Dingo, Ah, ça, c'est quelque chose, Dingo. qui n'est pas forcément l'ami de Mickey dans ce Non, cas-là. Dominique, c'est son prénom, oui. Ça, c'est formidable parce que pour moi, Dingo, c'est l'homme qui a inventé le numérique avant le numérique. C'est-à-dire que cette photo, elle a été faite en argentique dans les années 80. Et Dingo était un type complètement fou qui, sur un shoot, arrivait à créer des scènes incroyables. On dirait aujourd'hui, bah oui, on peut faire ça en numérique, on assemble des images, on va y arriver. Comme je dis, il faisait des photos numériques avant que le numérique existe. En tout cas, il faisait des photos conçues d'une façon qu'elle semblait impossible à faire en argentique. Là, la voiture roule. Oui, La dame, elle est posée sur le capot. Oui. Tout est en mouvement. Le linge, il bouge. Et c'est un filet. Et le filet qui est derrière. Ça bouge parce que ça bouge, ça roule, tout ça. Ouais. Il fallait un culot énorme. Oui. Il a fait des photos incroyables. Alors, c'est un photographe génial parce qu'il y a une créativité, il y a une inventivité dans le monde de l'automobile, parce qu'il ne photographie que des voitures et des motos, qui est dingue. Moi, c'est un mec que j'adore. Il a plus de 45 ans de travail en Canon. Oui. C'est un fidèle parmi les fidèles. Voilà, et je suis content de lui rendre un petit hommage à Dingo parce qu'il est toujours en activité. Oui. Et c'est un gars formidable. Une image qui est... Alors, c'est des photographes à découvrir, hein, si vous avez l'occasion d'aller regarder, de creuser un peu ce qu'ils font, parce que on les connaît peut-être pas forcément dans tous les domaines. Mais Dingo, dans l'automobile, c'est une référence absolue. Oui. Toi qui as traversé cette histoire de la photographie depuis tellement d'années, comment tu expliques aujourd'hui, à l'ère du smartphone, qu'il y a encore des passionnés d'appareils photo, qu'il y a encore justement des passionnés de photographie emblématique comme celle-ci, ça paraît anodin. Est-ce que tu as une réponse à ça? Oui, je crois que j'ai plusieurs réponses. En fait, je crois que rien ne remplace la technologie photo. Si on veut agrandir ces images, imprimer ces images, faire une image de qualité réelle qui supporte, j'allais dire, des retouches, etc., il faut obligatoirement passer par un appareil photo. Et puis une chose qu'on oublie beaucoup, c'est le geste photographique. C'est le plaisir du matériel. C'est-à-dire d'avoir du matériel, de viser, de faire des photos, d'être dans son image. C'est quand même quelque chose de très important, cet amour du matériel. Et puis aussi, disons-le, c'est vrai que sur un petit écran, la photo, elle va pas forcément être probante. Mais dès qu'on agrandit, dès qu'on rentre dans l'image, dès qu'on croppe, on voit bien qu'un appareil photo, c'est absolument incroyable. La vraie profondeur de champ, voilà, les vraies couleurs. Bien sûr. Et non pas les logiciels que retravaillent les smartphones en nous donnant une image, non pas celle qu'on a vue, mais celle qu'on veut bien nous restituer en la sublimant, quoi, quelque part. On parle de couleurs. Ouais. Là encore un autre artiste, un autre photographe. Un autre ambassadeur encore. C'est un ambassadeur. Oui, aussi. depuis cette année. Ben Touar. Ben Touar. Il vit sur la vague de... Alors, comment elle s'appelle cette vague? Taupo, je crois. D'accord. C'est là où vont avoir lieu les Jeux Olympiques. Il vit à Tahiti. Pour moi, alors, il fait ce que j'appelle, moi, des paysages marins. C'est-à-dire qu'il transforme la mer en paysage. Là, on a une parfaite illustration de ce qu'il fait. Alors, il fait de la photo de surf, bien entendu, mais il transforme aussi ces paysages marins avec énormément de poésie. Il sait photographier les vagues. Il a un vrai savoir-faire pour ça. C'est un jeune photographe, extrêmement talentueux, très sportif. Il fait souvent ses photos dans l'eau. Et d'ailleurs, je précise que pour les Jeux Olympiques, il sera le seul photographe pendant les JO à être dans l'eau. Tous les photographes seront sur un bateau avec les vidéastes. Lui sera le seul photographe autorisé à faire les photos dans l'eau pendant les épreuves de surf. Excellent. Donc voilà, donc c'est un photographe très très étonnant et ambassadeur Canon également. Voilà. Je reviens un peu sur ton expérience. Est-ce que tu dirais que les clients ont changé avec les années ou est-ce que c'est toujours la même catégorie de clients qui achètent un appareil photo? Les clients n'ont pas changé, j'allais dire, sur le plan de l'amour de la photo. C'est-à-dire que c'est un métier de passion.
on rencontre des gens passionnés, on rencontre des gens prêts à investir beaucoup d'argent dans leur passion. Ce qui a changé, c'est la technologie. Foncièrement, aujourd'hui, un très bon photographe, c'est forcément quelque part un technophile un petit peu, mais c'est quelqu'un qui a vraiment cette capacité, non seulement à capturer l'image, mais également à la sublimer, à la retoucher, à la travailler. Il y a quand même une dimension technique qui, à l'époque de l'argentique, était totalement laissée au laboratoire, hein, Bien sûr. mais qui aujourd'hui est maîtrisée par les photographes. Donc ce qui a changé, c'est vraiment, la photo a versé vraiment dans la techno. Beaucoup plus que dans le passé, oui, beaucoup plus que dans le passé. Je voudrais parler d'une autre activité dans la photographie méconnue, et pour cause, que toi, tu as eu l'occasion de côtoyer à travers justement ces grands photographes. C'est la photo, c'est de paparazzi. Il y a énormément, il y a eu une ère du paparazzi qui a beaucoup changé aujourd'hui, puisque les photos, d'abord, elles se vendent plus le même prix qu'avant, tout simplement. Mais je sais que, pour avoir discuté avec toi, tu me parlais d'une anecdote, il y avait des paparazzi qui étaient capables d'acheter des optiques 1200 mm. Un paparazzi. Alors vas-y, c'était... Oui, il s'appelle Franck Doveri, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de le citer, mais j'ai fait une vidéo avec lui qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est un type extraordinaire parce que les paparazzi aussi, ils sont en compétition entre eux. Ils cherchent l'excellence, à faire des choses, alors pas forcément dans la qualité, mais en tout cas dans la performance. Et Franck, en 96, je crois, il a été amené à acheter un 1200 mm, une optique qui ouvrait à 5,6, qui pesait 17 kilos. Ça valait combien, ça? Ça valait 500 000 francs. Donc c'était absolument incroyable. Je crois qu'en Europe, il a dû s'en vendre peut-être 3. Ouais. Et lui, il a toujours la sienne. Et avec ça, il a fait beaucoup de photos de Diana, entre autres à l'époque. D'accord. Beaucoup de photos de Diana, beaucoup de photos de la princesse, enfin des princesses de Monaco, etc. C'est un grand paparazzi, Franck. C'est un amoureux de la photo. Parce que souvent, les paparazzi, parfois, c'est un gagne-pain, simplement. Lui, c'est un photographe. Il aime vraiment la photographie. Et voilà. Et puis, il est resté chez Canon un petit peu quelqu'un à part, parce que le fait d'avoir acheté cette optique, ça l'a rendu un petit peu unique, quelque part. Voilà. D'autres photographes que tu as eu l'occasion de croiser, dont les noms sont très connus aujourd'hui, c'est Peter Lindbergh. Ah, j'ai eu la chance de voir Peter Lindbergh, oui, en workshop, de le rencontrer. C'est également celui qui faisait toute la campagne, alors pas Peter Lindbergh, mais Toscani, qui faisait la campagne Benetton. Oui, absolument. J'ai eu la chance de le rencontrer au Venezia Photo, en Italie. C'est un personnage incroyable, parce que plus qu'un photographe, c'est un immense communicant. Et il a une vision de la photo qui est vraiment orientée vers la communication. Donc ces images sont des chocs, sont vraiment des choses qui doivent faire réfléchir, interroger, marquer les esprits au fer rouge durablement pour qu'on se souvienne des marques, etc. Et c'est un type incroyable. Je l'ai entendu dans une conférence improvisée, voilà, avec un enthousiasme. Et ça fait partie des grands personnages, oui, comme Sebastião Salgado aussi. Noir et blanc. Noir et blanc, photographe en Canon depuis très très longtemps. C'est d'ailleurs assez amusant parce que on avait eu toute une vague de photographes dans les années 90 qui étaient arrivés chez nous. Je pense à Hans Silverster, je pense à Sebastião, parce qu'à l'époque, ils travaillaient dans une marque, Dieu sait que j'adore, qui est Leica. Qu'on aime aussi beaucoup. Mais par contre, c'est vrai qu'à un moment, quand tu vois la vue baisse et qu'on a besoin de faire des images un peu instantanées, l'autofocus commence à très très bien fonctionner chez Canon. Donc ces photographes-là ont souvent conservé leur Leica, mais ont aussi adopté Canon pour la F. Voilà. Et alors, ça nous a permis de rentrer dans un monde qu'on ne connaissait pas. C'était des photographes très, j'allais dire, qui ne nous étaient pas accessibles jusqu'alors et qui le devenaient avec l'autofocus. Fantastique. On va terminer avec un dernier photographe que tu as souhaité nous faire connaître. Oui. Jean-Daniel Lorieux. Jean-Daniel Lorieux. Alors, elle est chez moi, cette photo. Je l'ai achetée aussi. Et elle date de 1970. Ça s'appelle Le casque de Paco Rabanne. Oui. Elle est hypnotique pour moi, cette image. Et Jean-Daniel Lorieux, ça fait partie de ces grands photographes de mode jet-setter des années 70-80, comme Hugh Vomer, par exemple, qui est aussi un immense photographe dans cette catégorie. Et je trouve que ces gars-là, ils ont connu l'apogée de la mode en France.
C'est-à-dire, tu sais, c'était un peu l'époque où tu allais photographier un maillot de bain, tu partais aux Philippines avec 3 malles de matériel et 5 mannequins. Quoi. Et tu restais là-bas 3 semaines. C'était la grande époque. Tout ça, ça a disparu. Eux ont connu tout ça. Jean Daniel, c'est un ami d'Andy Warhol, c'est un ami de... Les photographes, à cette époque-là, avaient une aura un peu particulière dans le monde de la mode. Et c'est un immense photographe, il est toujours là, hein, Jean Daniel. Et c'est un immense photographe, et je trouve que c'est des emblèmes de la photographie française, ce savoir-faire de la mode, comme Gilles Ben Simon, etc. Voilà. Alors je voulais que Jean Daniel soit dans ce diaporama. Voilà. C'est chouette, c'est chouette. Écoute, Roch, moi je suis ravi d'avoir pu échanger et que tu aies pu nous faire partager un petit peu justement tous ces années où tu as rencontré les personnes, où tu as vu cette technologie qui a évolué. Un dernier mot avant de nous quitter, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour, entre guillemets, faire de la photographie, être aguerri, un petit peu tous ces qualificatifs qui seraient nécessaires, que tu as dû, bien entendu, entendre avec le temps, les années. Qu'est-ce que tu dis ? Bien modestement, parce que moi je suis photographe aussi, j'essaye un petit peu de faire mes photos. Je dirais que c'est avoir son propre regard, qui est celui du cœur surtout, hein, c'est-à-dire tu sais, c'est un petit peu, je ne sais plus quel grand photographe disait, c'est un petit peu la ligne entre le cœur, l'œil et l'image, hein, voilà, c'est comme une trajectoire. Et puis surtout, de ne pas hésiter à avoir son propre regard. Je crois que pour faire de la photo, il faut un grand sens de l'observation. La première chose qu'il faut arriver à bien voir, c'est la lumière. C'est-à-dire, love light, hein. Voilà, c'est la lumière, c'est être capable de voir qu'une lumière est particulière, qu'elle est bénéfique, j'allais dire qu'elle est là pour faire une belle image. Et puis après, le cadrage. Bien sûr. On parlait de Sebastião Salgado, hein, c'est formidable. Ce sens du cadrage, essayer de l'obtenir, essayer d'avoir son regard, sa vision. Le sens de l'observation. Voilà, et puis surtout, que vos images vous plaisent, quoi. Hein, que c'est les vôtres, alors qu'elles vous plaisent. Magnifique sur ce mot de la fin. Moi, je trouve ça très bien. Roch, en tout cas, un grand merci d'avoir pu te poser. Ça a été un plaisir sur le plateau de Love Light. De rebalayer ces 34 ans de carrière avec toi. Et je pense qu'on va encore te croiser certainement. Oui, je ne serai jamais très loin. J'ai du mal à croire qu'on va te sortir des radars. Je ne serai pas très loin. Oui. Bon, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce témoignage, d'avoir pu survoler tous ces grands photographes. Faites des photos, prenez votre temps, aimez la lumière. Et puis d'ici là, eh bien, je vous dis bisous.